vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue pour cette dernière journée de cette semaine. Salut Philippe David. Salut Cécile Doménibus. Vous êtes habillé en skieur? J'ai pris un pull. D'accord. C'est une chose qui ne fait pas hyper chaud dans le studio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À part Philippe Bilger qui est toujours habillé très. Ouais. Sur son torse musculeux, une sorte de. Là, on vient de faire une minute d'infos passionnantes. Savoir que son anatomie suscite une adhésion générale, c'est pas rien. C'est pas faux, parce que c'est pas toujours le cas. En général, on parle de la surtout venant de vous. Non, bien sûr, je plaisante. Avec les vraies voix du jour, avec Philippe Bilger, vous l'avez entendu. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir, quel bonheur le vendredi. Ah bah oui, c'est festoyant, je ne sais pas pourquoi. Samuel Botton est avec nous, expert en communication de chez Step Conseil. Ça va Samuel? Mais ça va. Bonsoir. Oui, comment va cet enfant, ce bébé? Il va bien. Il pousse ce bébé. Il est calme, ordonné et au lait de chèvre. Eh ben, d'accord, c'est bien résumé. Et le petit nouveau, Pascal Giral, qui est avec nous, commerçant retraité. Bonsoir Pascal Giral. Bonsoir, écoutez, je suis auditeur de Sud Radio habituellement, j'ai vu de la lumière, je suis rentré pour donner mon avis. Eh ben, vous avez bien fait, Si comme Pascal Giral, vous voulez un jour devenir une vraie voix, vous êtes le bienvenu, 0826 300 300. Ce soir, c'est Zach qui est derrière ce numéro de téléphone. Allez, le sommaire de cette émission, 80 000 portables saisis dans les prisons de France en 2024. Gérald Darmanin a réagi ce matin avec une réforme inspirée de la loi anti-mafia italienne. Et on vous pose cette question. Y a-t-il enfin une vraie politique carcérale en France? Eh bien, vous dites non à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Eh bien, moi, je vais défendre Gérald Darmanin. Je dis qu'il prend le taureau par les cornes ou le match à bras-le-corps et qu'il était enfin temps que les prisons ne soient pas des endroits où on pouvait tout faire, y compris commanditer un contrat. Et puis vous l'avez peut-être vu dans la presse, cette soignante agressée, le directeur des corps menacé, en tout cas les personnels en général sont sous pression, une partie des parents franchit de plus en plus les lignes rouges. Et on vous pose cette question, soignants agressés, directeur d'école menacé, certains parents sont-ils hors de contrôle? Vous faites un score qui ferait plaisir à Kim Jong-un du côté de Pyongyang puisqu'il est de 100% de oui. Absolument, j'ai jamais vu ça. Nous sommes à 100% de oui. Eh bien moi je suis d'accord. On a interdit la fessée pour les enfants. Je crois qu'il va peut-être falloir la rétablir pour certains parents. Attendez, il y en a qui pourraient aimer. Allez, soyez la bienvenue. Ça sent le vécu. On est ensemble jusqu'à 20h et on ne passera pas en tout cas cette émission sans vous parler de bonheur puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner une enceinte Bluetooth The OnePlus du fabricant américain Clips. Sous son look vintage en bois et en métal se cachent les haut-parleurs puissants pour recréer l'ambiance d'un concert live à la maison et ce sera bien aussi pour écouter les vraies voix. C'est très facile pour gagner, pour tenter de gagner en tout cas. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez Sud, S-U-D sur le SMS et vous l'envoyez au 7 20 18 7 20 18 et à la fin de cette émission vous serez certainement tiré au sort et ce sera peut-être vous qui remportera ce cadeau d'une valeur, je le tiens à le dire, de 300 €. Tout de suite, les vraies voix, ça démarre et c'est le grand débat du jour. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. C'est une prison de haute sécurité. Plusieurs prisons françaises ont été visées par des incendies de véhicules ou des tirs d'armes automatiques. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système. La porte d'entrée principale du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède a été touchée par 15 impacts de balles suite à un tir en rafale de Kalachnikov. Et montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Selon Paris Match, ces actes de vandalisme ont été revendiqués par un groupuscule appelé DDPF, pour droit des prisonniers français. Toujours selon le média, au total, 6 attaques auraient eu lieu hier soir. Les vraies voix Sud Radio. Gérald Darmanin donc était ce matin en direct, Philippe Bilger avec une liste des courses qui enfin pourraient aller dans le bon sens. Absolument. J'ai une seconde d'hésitation quand j'ai constaté que j'allais être d'accord avec Philippe David. Mais en réalité, pour une fois, vous seriez sur la bonne voie. Mais là, vous avez eu totalement raison et je pense que Gérald Darmanin continue son parcours de garde des Sceaux irréprochable. Je laisse entre parenthèses les petites polémiques liées à l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Mais il continue à adopter cette démarche pragmatique qui consiste
consiste en réalité à identifier tous les maux carcéraux et à tenter, autant qu'il le peut, d'y répondre par l'action. Et apparemment, il y réussit. Et je ne serais pas de ceux qui le traiteraient, j'en connais certains, avec dérision, en le qualifiant de ministre de l'administration pénitentiaire et des prisons. C'est un grand garde des Sceaux, on en attendait un depuis longtemps, et il continue à l'être, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, avec pragmatisme. Et Samuel Botton. Je ne sais pas si c'est un grand garde des Sceaux, mais il a au moins eu le pragmatisme de prendre le problème à la racine. Il y a une phrase qui est très révélatrice, je l'ai écoutée ce matin, où il nous dit en fait, les prisons, elles ont été construites il y a 50, 60 ans, et elles n'étaient pas adaptées à la question du téléphone portable. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va se renforcer, on va mettre des systèmes de brouillage, mais en même temps, il ne faut pas perturber les habitants dans la rue. Sur la question des drones, on va travailler. On va essayer de renforcer les cours pour ne plus qu'on puisse faire d'envoi. Donc, en fait, tout ça, on est en train de faire une remise aux normes de ce que devraient être les prisons françaises, et on est face à un constat, ça fait finalement 30 ans. Alors, on a fait des places de prison supplémentaires, mais on les a fait dans des prisons qui étaient obsolètes. Et on se réveille en 2025 en lançant à grand tambour un plan zéro portable en prison, puisque 80 000 ont été saisis l'année dernière, alors que finalement, on est peut-être en retard par rapport à d'autres pays. Mais c'est très bien, et pour le coup, il a pris le problème dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de boulot et on est très en retard. Pascal Girald. Eh ben moi, je trouve que quel que soit le bord du ministre concerné, il faut surtout lui laisser le temps de faire le boulot et pas remettre en question à chaque fois qu'une action est faite, la remettre en question ou changer de gouvernement pour changer de garde des Sceaux. À un moment, on prend des décisions et on les assume, on les fait jusqu'au bout. Donc, là, au moins, on sera à peu près sûr d'avoir un résultat, bon ou mauvais, mais on aura un résultat. C'est ce qu'il a dit ce matin. Il a dit je ne suis là que depuis 11 mois, Philippe David. Absolument. Alors, il est là depuis peu de temps. Nos auditeurs sont pas d'accord, puisqu'à 90%, ils disent qu'il n'y a pas de politique pénale pour le moment. Mais ce qui me gêne, c'est que Gérald Darmanin fait ce qu'il faut. Mais pourquoi alors avant avoir mis Belloubet, avoir mis Dupond-Moretti, ça c'est le drame du en même temps qui nous est servi comme une mélopée depuis 2017, où on a mis des gardes des Sceaux hyper laxiste et où on met enfin quelqu'un qui fait le boulot. Moi, je crois que la bonne méthode, c'est de mettre les gens qui font bien le boulot dès le début. Ça leur évite d'avoir à écoper toutes les catastrophes qu'ont fait leurs prédécesseurs. Alors, quand c'est des prédécesseurs qui ne sont pas de votre côté politique, vous pouvez le comprendre, mais quand vous étiez au gouvernement avec eux, je pense que ça doit vous faire vous poser quand même quelques questions. C'est pas un autoportrait sur les animateurs que vous faites. Ouais, j'ai l'impression. Vous ne bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec ce numéro de téléphone 0826 300. Tiens, vous faites une bonne idée, Philippe David. On va revenir sur les gardes des Sceaux précédents et on va voir effectivement ce qui s'est passé. Là, ouais. Et je sens déjà que Samuel Botton non, a des choses j'avais à dire. presque abondé dans le sens de Philippe à certains égards. Mais Quoi ? Ne bougez pas. Si les gens on sont arrête d'accord avec d'entendre. moi, c'est qu'ils sont vraiment très bien. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et chers amis, merci en tout cas d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre un petit peu partout sur les plateformes et bien entendu sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram, enfin voilà, tout. Voilà, on fait tout. Enfin, on fait tout. N'exagérons rien. Bien entendu, surtout un vendredi soir. Oui. N'ayez pas là. Que je fais tout, Ouais. y compris l'anglais. Voilà, c'est surtout. Donc vous l'avez reconnu, Philippe Bilger est avec nous, Philippe David bien entendu, avec Samuel Botton qui est avec nous, et c'est Pascal Girald, notre petit nouveau qui est là ce soir. Et le 0826 300 300, ça sonne déjà sur ce qu'a proposé en tout cas Gérald Darmanin ce matin sur cette réforme sur les 80 000 portables saisis dans les prisons en France 2024. Finalement, les choses devraient changer. Bonsoir Bruno, vous nous appelez de Béziers, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes surveillant pénitentiaire, visiblement. Oui, c'est ça. Une réaction par rapport à aux propositions du garde des Sceaux? Déjà, je vais réagir à ce qu'a dit Philippe David juste avant la pub. C'est vrai qu'après Taubira de Loubet, on avait touché le Graal avec Dupond-Moretti. Ça ne pouvait pas être pire dans tous les cas. Et effectivement, Gérald Darmanin, ça fait un petit moment qu'il est maintenant garde des Sceaux. On voit qu'il va dans le bon sens. Et moi, je trouve que ces mesures, sur le papier, vont effectivement dans le bon sens et je pense amener plus de sécurité dans les prisons. Mais ça, c'est sur le papier.
Parce qu'après, dans la réalité, en pratique, j'ai quelques doutes sur la mise en application de... Il l'a fait. Sur quoi? Sur le manque de personnel, par exemple? Non? Sur quoi, par exemple? Le manque de personnel, le manque de personnel, ça c'est évident. Non, mais je parle vraiment des mesures par rapport au téléphone portable. Oui. Parce que les brouilleurs de portables, vous l'avez signalé, ça brouille les portables aussi des habitants qui sont autour des prisons. Et qui en ont pas envie. Voilà, et puis en plus, faut aussi penser qu'il y a beaucoup de personnel en prison qui ont des téléphones portables. Bien sûr. Les personnels de direction ont des téléphones portables, le personnel soignant ont des téléphones portables, les personnels de chercheurs de probation ont des téléphones portables, et d'autres personnes. Moi, des fois, je suis... les juges, quand ils viennent. Et les avocats. Juges, les avocats, voilà, oui, exactement. Moi, des fois, je suis à la porte d'entrée, donc on passe au scanner les personnes extérieures, et on se regarde des fois avec les collègues, on dit, il y a un paquet de téléphones portables qui rentrent quand même. Hein. Oui. Donc... Restez avec nous. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Samuel Botton? Oui, sur peut-être la vision de Gérald Darmanin. Ce qui est appréciable, c'est la manière dont il veut déployer le plan. On se précipite pas, on teste. Il y a des établissements qui vont rentrer dans cette phase. Et pour rebondir à ce que disait Philippe précédemment, on a eu des ministres qui étaient peut-être un peu trop dans le corporatisme. Gérald Darmanin... Voire même dans l'idéologie, si vous me permettez. Je n'irai pas jusque-là, mais bon. Gérald Darmanin, il a une qualité, c'est ce qui a fait sa force visiblement. Jusque-là et qui lui a permis de tenir, c'est qu'il a une vision très opérationnelle des choses. Et en l'occurrence, il part d'un constat simple. Nous avons un problème de téléphone portable qui amène à des meurtres commandités, des réseaux qui sont tenus depuis une prison. C'est inadmissible. Quelle est la solution? La solution, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est des brouilleurs, c'est plus de sécurité, c'est mettre en place des moyens de communication internes dans les prisons, c'est renforcer la sécurité. Bon, très bien. Maintenant, la question, c'est aussi comment ce plan, s'il marche et qu'on trouve les bons curseurs et les bons équilibrages, comment est-ce qu'on arrive à le dupliquer à toutes les prisons, et surtout se poser la question de la suite, comment est-ce qu'on arrive à bâtir des établissements pénitentiaires de qualité? Ça, c'est Deux derniers points. La question qu'on doit se poser, elle a justement été soulevée par l'auditeur, c'est le rôle des avocats dans les téléphones portables qui passent, mais aussi, à certains égards, et c'est une vraie question, celui du rôle de certains membres du personnel pénitentiaire. Philippe Bilger. Je n'irai pas à me projeter dans les prisons du futur. Je me contente de dire que Gérald Darmanin, et pardon de me répéter, identifie les mots avec pragmatisme, et je voudrais rassurer notre surveillant de prison, tout ce qu'il a imaginé depuis qu'il est garde des Sceaux, il l'a réalisé. C'est très important, la distinction, par exemple, des prisons ordinaires, si j'ose dire, avec les prisons de haute sécurité. Donc, sur ce plan-là, je suis rassuré, et il doit continuer ce qu'a dit notre ami qui fait des débuts époustouflants. Eh bien, c'est le fait que il faudra que Gérald Darmanin ou bien se succède un jour à lui-même, ou bien, d'une certaine manière, que son successeur poursuive ce qu'il a très bien fait. Allez, on part au standard 0826 300 300 avec Yann qui est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir. De Saint-Quentin-la-Tour, bienvenue. Et en Ariège. Alors, je voudrais juste vous amener une petite réflexion. Je ne parle pas là du pragmatisme de Darmanin. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de pragmatisme avant. Voilà. C'est ça. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la prison, normalement, c'est une peine punitive pour des gens qui ont été condamnés. Aujourd'hui, qui paye les frais de ça? C'est nous. Le contribuable. C'est nous. C'est nous. Et donc, il serait quand même à minima, il faudrait que les prisonniers aient un travail qui leur soit imposé et qui payent au moins l'équivalent de du coût de leur peine. Alors, alors, pour continuer, puisque on parle aujourd'hui là juste du pragmatisme et du système pénitentiaire, mais moi je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui on a des forces de l'ordre qui sont dégoûtées par leur boulot parce que les juges ne condamnent pas. On a un système judiciaire qui est extrêmement laxiste. Philippe Bilger qui dodeline, je vous le dis tout de suite. Non, mais disons que c'est un peu globalement négatif, mais pourquoi pas, après tout. Parlons vrai. Voilà. Vous êtes très modéré par rapport à d'autres animateurs que j'ai entendus. Yann, bougez pas, je vais juste faire réagir parce que j'ai l'impression que Pascal Giral voulait réagir. Effectivement, ce sont nos impôts, Pascal Giral. Moi, j'écoute attentivement tout ce qui se dit et
j'ai l'impression que tout ça coûte effectivement énormément d'argent aux contribuables. Et ce que demande le contribuable, c'est de savoir où va l'argent qu'il investit dans la justice. Donc détailler le sujet, c'est quand même super important de savoir comment on va faire le tri des gens dans les prisons de haute sécurité ou pas de haute sécurité, quels moyens vont être mis en œuvre, développer un peu de détails parce que ça va aider le commun des mortels comme moi à comprendre de quoi est fait ce plan. Et accepter que ça puisse coûter cher, absolument. Surtout. Yann, pardon. Exactement. Et après, moi, je voudrais juste vous donner une idée bête, mais en France, quand on a une personne qui est un peu soumise à une surveillance, globalement, vous avez des forces de l'ordre qui sont derrière elle. On a 50 secondes. Allez-y vite, Yann. Aux États-Unis, ils font un peu différemment. C'est que la personne doit se présenter toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures au commissariat du coin. Vous comprenez que le type ne peut pas s'évader et que ça va lui pourrir un peu sa vie et pas la vie des fonctionnaires de police. Donc je pense qu'il y a vraiment une autre vision à développer, tout en restant à un moment dans une vision humaine, parce que quand on met quelqu'un en prison, le but c'est quand même de le relever. C'est pas juste de le condamner et de lui faire mal. Je rappelle que la prison a 2 buts, la sanction et la réinsertion. Merci beaucoup en tout cas Yann pour votre témoignage. Merci Simon, vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. T'arrêtes de gueuler, René. On n'y croit pas. T'arrêtes de gueuler, bordel. Et avec François-Louis Bourneau, la famille vivait officiellement des aides sociales, mais roulait en belle voiture et flambait au casino. C'est une histoire, Cécile, qui sur le papier n'est pas toute blanche, sans mauvais jeu de mots. Pas mal. Alors, une famille qui officiellement vivait des allocations familiales avait en réalité un niveau de vie bien différent. Voiture de luxe, boutique chic, soirée au casino. Bref, ce petit jeu a rapidement attiré l'œil des gendarmes de Menton. Résultat, la découverte est surprenante, voire même bluffante. La valeur des biens saisis à cette famille se chiffre à plus de 900 000 euros. Je le détaille, 76 000 euros en liquide, 200 000 euros de biens de luxe et plus de 600 000 euros sur de nombreux comptes bancaires. Simon d'Aragon, vous êtes maître de conférences en droit fiscal. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bienvenue. Bonsoir. Quand on lit ce genre d'affaires, on se rend compte de ça, c'est totalement lunaire. Comment on peut tromper le service public à ce point-là? Parce que sur le coup, c'est vrai que ça nous fait rire, mais en fait, quand on réfléchit, c'est scandaleux. En fait. 600 000 euros sur des comptes en plus qu'on peut voir à la minute. Ouais. Pardon. Alors, je pense qu'il y a 3 éléments de réponse qui sont importants. Il y a 3 points, si vous me le permettez. D'abord, peut-être un point technique. J'imagine que les individus étaient assez discrets sur les réseaux sociaux, puisque vous le savez certainement, aujourd'hui, l'administration fiscale est en capacité de faire des liens avec différents outils, avec les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on peut imaginer déjà une certaine discrétion, malgré, dans la vraie vie, peut-être un style de vie un peu ostentatoire, mais on peut imaginer que sur les réseaux sociaux, ils étaient assez discrets, parce que l'administration fiscale, généralement, réussit à déclencher des contrôles, notamment lorsqu'il y a un gros décalage, vous savez, entre les revenus déclarés et le style de vie qu'on observe. Et donc du coup, j'imagine, ça c'est le premier point d'un point de vue technique. Le deuxième point, qui est peut-être un peu plus contextuel, vous avez raison, c'est que ça passe plutôt mal vu les efforts qu'on demande aux Français en ce moment. Bah oui. Ça traduit quand même un besoin de davantage de rigueur. Mais ça veut dire que les contrôles sont pas, aux bons endroits, c'est ça aussi. Alors, c'est un point qui est plus global, si vous me permettez de rentrer dans une problématique plus large, c'est la distribution de l'argent public, puisque là, vous me parlez d'allocation familiale. Concrètement, aujourd'hui, on distribue sans suffisamment vérifier, sans suffisamment compter. Et ça, je crois que les Français, de manière générale, en ont assez marre. Des loupés, c'est normal qu'il y en ait. Par contre, c'est vrai que en maîtrisant davantage l'argent public, on arriverait à les encadrer davantage. Allez, il nous reste 30 secondes. Allez-y. Et peut-être un troisième point pour être plus positif, on peut, je crois, saluer le travail des forces de l'ordre et attendre une grande sévérité de la justice. Si vous me permettez une petite anecdote pour terminer, la fiscalité, elle s'applique même sur les activités illicites. Donc, sachez que la TVA sera due sur les saisies qui ont été réalisées. Donc voilà, on va réussir quand même à porter un coup positif au portefeuille de ces individus. Mais espérons qu'ils seront solvables. C'est ça le truc. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Simon d'Aragon, maître de conférence en droit fiscal. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu. Philippe David. Pour certains journalistes, le principal danger dans les prisons françaises, c'est l'intégrisme catholique. Samuel. La maison d'édition de Nicolas Sarkozy m'a envoyé les bonnes feuilles en exclu, donc je vais les partager avec vous. Philippe. Je vais comparer Boualem Sansal et Nicolas Sarkozy au sortir de l'enfermement. Et Pascal Giral.
Écoutez, moi, ce qui m'a surpris déjà, c'est qu'on puisse le mettre en prison. Donc maintenant, c'est une bonne nouvelle que M. Sarkozy en sorte. Mais on va en parler. Mais vous parlez de quoi dans un instant? Moi, je vais vous parler pour rebondir un petit peu sur les usines à gaz administratives. Très bien. Il y a du boulot. Dans un instant. C'était bien, Pascal. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Mais pas que, nous sommes très bien entourés ce soir avec Philippe Bilger, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, Pascal Giral, commerçant retraité, et vous au 0826 300 300. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un petit cadeau, allez bam, petit rapidement comme ça, une enceinte Bluetooth The OnePlus du fabricant américain Clips. C'est une très jolie enceinte vintage en bois, en métal, qui se cache en tout cas avec très joli haut-parleur. Ça vaut à peu près aux alentours de 300 €. C'est un très joli cadeau. Vous pouvez jouer maintenant et tirer au sort. Vous envoyez SUD, SUD au 7 20 18 par SMS et peut-être que le Père Noël viendra chez vous avec l'enceinte. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous là. Vous avez 2 méthodes de pompage. Ah d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table. De l'actualité. Allez, Philippe Bilger, puisque vous avez la parole et que vous avez visiblement la langue bien pendue, allez-y. Oui. Je voudrais comparer la situation de Boualem Sansal et de Nicolas Sarkozy au sortir de l'enfermement. J'ai bien conscience que les personnalités, les statuts, les fonctions n'ont rien à voir. Oui. Mais Nicolas Sarkozy a passé 20 jours en détention. Il a été libéré comme c'est normal et à peine est-il libéré, après avoir déploré les conditions dont il a pâti, qu'il annonce la sortie d'un livre, Journal d'un prisonnier, qui sera publié à partir du 10 décembre. De l'autre côté, on a Boualem Sansal, qui est sorti de cette prison en ayant été et en continuant à être très malade. À un certain moment, on lui a proposé de mettre de l'eau dans son vin et il a immédiatement refusé en disant qu'il continuerait à s'exprimer librement et à ne pas se compromettre avec le pouvoir algérien. Et quand on lui demande ce qu'il a subi, il dit « c'est pas une petite année d'emprisonnement qui va m'abattre ». Eh bien, si vous le voulez bien, mes amis, comparez ces deux attitudes. Vous devinerez laquelle je préfère. Je crois que c'est réglé. On a bien compris, Philippe Bilger. Si quelqu'un peut réagir, sinon Philippe David. Sinon, je vais faire mon tour de table. Moi, alors, c'était sur l'antenne de BFM, une journaliste économique a dit que elle craignait la montée, accrochez-vous bien, de l'intégrisme catholique dans les prisons françaises. Vous avez bien entendu. Alors, l'intégrisme catholique, je sais pas, ils font des attentats à l'eau bénite. Le jour de la messe des rameaux, ils mettent le feu avec les rameaux dans les cellules. J'ai cherché un peu partout en préparant mon tour de table. Je n'ai pas trouvé. Alors évidemment, ça a fait le buzz. Beaucoup de gens ont réagi. Sa chaîne a fait des excuses. C'est BFM. Elle a fait des excuses. Mais ce que je ne comprends pas, et on est tous dans ce cas de figure, quand on a un micro, on doit prendre quand même quelques précautions par rapport à ce qu'on dit. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise, j'aimerais quand même que, comment est-ce qu'on peut dire une énormité pareille? Parce que désolé, je n'ai pas vu une personne tuée à coups de Kalachnikov ou par un camion au cri de Jésus est grand en France. D'accord? Et tout le monde sait que ce qui pose problème, c'est l'intégrisme islamique et pas l'intégrisme catholique. Mais bizarrement, je n'ai pas entendu les professionnels du pas d'amalgame et de stigmatisation pas s'exprimer dans ce cas de figure. Vous avez raison, Philippe. Alors, elle a expliqué qu'elle avait très mal interprété une analyse d'un nommé Nicolas Lebourg, qui connaît bien le sujet. Et j'avais une hypothèse que je vous soumets, c'est qu'il y ait eu une multitude de conversions express des islamistes vers le catholicisme. Ça m'a fait plaisir. Malheureusement, c'est très utopique. Samuel Botton.
Bon, rien de plus à ajouter, j'ai fait des recherches sur le sujet, mais j'ai rien trouvé à part les articles de démenti de la journaliste. Et il n'y a pas de portrait de Monseigneur Lefebvre dans les prisons de feu Monseigneur Lefebvre dans les prisons françaises, a priori. C'est l'histoire de Nicolas Lebourg, elle l'a dit. Donc elle a mal interprété les analyses de ce monsieur. Excusez-moi, ça s'appelle ramer. Hein. Oui, mais il faut vérifier ces informations la prochaine fois. Pascal Giral. Oui, alors moi, je voulais parler des usines à gaz administratives. D'accord. Qui sont à la fois porteuses de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Alors je vais vous raconter une petite chose. Une personne qui m'est proche et qui est en arrêt longue durée pour une maladie assez importante se voit attribuer une allocation adulte handicapé qu'elle n'avait pas demandé, tant mieux. Distribuée par la caisse d'allocation familiale et une pension d'invalidité attribuée par la caisse de sécurité sociale. D'accord. Ok, très bien. Ça se passe comme ça pendant 8 mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au bout de 8 mois, ils s'aperçoivent, l'administration, que l'allocation adulte handicapé est incompatible avec la pension d'invalidité. Donc, marche arrière. Au bout de 8 mois, on lui réclame le trop perçu de ce qu'on lui a donné pendant 8 mois alors qu'elle n'avait rien demandé. D'accord. Donc, autrement dit, on demande à cette personne de rembourser près de 8 000 € du jour au lendemain, comme ça. Alors moi je pense que quand on en est arrivé à ce niveau d'imbroglio administratif, il serait temps qu'on fasse un peu de ménage parmi les fonctionnaires. Donc on a bien compris qu'elle n'avait rien demandé. Non, voilà, exactement. Okay. Donc qu'on nomme un patron qui soit à la fois, j'allais dire, ministre du bon sens et de la logique, et qui détermine si on a le droit à ceci ou cela, ou si on n'y a pas droit. Mais qu'on n'attribue pas, selon des règles un peu obscures, aux gens des pensions ou des allocations, pour venir leur retirer 8 mois après en disant, vous nous devez tant. Mais là elle les doit aujourd'hui ? Oui, absolument. D'accord. Okay. C'est 8 000 € qu'on demande de décaisser du jour au lendemain. Généralement, ça donne lieu à des procédures de conciliation. Alors, procédures de conciliation qui ont été demandées. Alors, figurez-vous que puisqu'on est sur ce terrain, la procédure de conciliation a été demandée, mais que la caisse d'allocation familiale continue à demander 8 000 € tous les mois, le remboursement, et que tous les mois ils nous répondent en parallèle que le dossier est en cours d'expertise et en cours de conciliation. Bon, ça c'est l'administration française. La même administration dit tout et son contraire dans le même moment. Mais vous avez raison Pascal, dans un autre registre, j'ai suggéré que à partir de 2027, on crée pour ces problèmes qui paraissent dérisoires, mais qui sont insolubles, si on suit les voies ordinaires, elle n'en sortira jamais. Exactement. Une fonction de régulateur ou de facilitateur qui aurait le droit de passer au-dessus des voies ordinaires pour, par un décret d'autorité, dire on arrête les stupidités, on met une vision globale de la situation. Je dirais juste un mot. Heureusement qu'il y a eu le choc de simplification de François Hollande. Merci François. Il n'est pas le seul à l'avoir pris. La suite avec Samuel Botton. Oui, Nicolas Sarkozy a annoncé sur Twitter qu'il publiera le 10 décembre au journal d'un prisonnier. Réaction immédiate, mais vous fumez, monsieur. Passé la surprise, je me suis pris à imaginer les bonnes feuilles de ce futur journal intime, enfin intime façon Sarko. 10 octobre, déjà 2 heures loin des miens. Le papier toilette est rêche, le service d'étage inexistant. Carla me manque, la faim me gagne. Je suis sûr que les détenus vont cracher dans mes plats ou pire. Cuisiner, jamais. Ce sont les coupables qui cuisinent. Pour oublier, je m'ouvre un pot de skier. 11 octobre, Gérald a promis de passer me voir. Carla est venue au parloir, belle et digne comme toujours. Elle m'a dit que Julia était de retour sur TikTok. J'apprends que Rotaillot est retourné à l'anonymat et que Wauquiez est devenu un gauchiste. Sale journée. 26 octobre, on m'a proposé de faire du sport, mais tourner dans une cour de 10 mètres carrés, ça change du 16e. Je suis resté en cellule, j'ai regardé Malcolm sur Gulli, ça parle d'une famille pauvre avec des enfants ingérables. Moi aussi j'ai des enfants ingérables, mais je suis riche. 28 octobre, 2 députés LFI ont essayé de venir me rendre visite. On cherche à m'humilier, encore. J'ai vu mes avocats pour la 7e fois cette semaine, nous sommes mardi. 30 octobre, j'ai reçu une lettre de Louis depuis le fief de Menton. Ce crétin s'est fait tatouer le nom de son fils sur l'épaule. Quel enfant j'ai fait là, Carla me manque. 9 novembre, je sors demain, mon baluchon est prêt à l'heure où j'écris ces dernières lignes. Privé de mes libertés, ils ont peur que je parle avec Gérald. Visiblement, ils ne connaissent pas Bernard Boutboul, le cousin de Paul Bismuth. Épilogue, le Flandrin, de retour dans ce haut lieu du 16e arrondissement parmi les miens. Je suis resté sobre, j'ai mis une Deito. Salve d'applaudissements, bain de foule, l'odeur du numéro 5 de Chanel qui m'envahit, un filet de bœuf à 50 balles, je n'ai jamais
jamais été aussi proche du peuple qu'il est bon de retrouver la liberté. Mais vous fumez, monsieur. Voilà. Exactement. Vous l'avez entendu ici en exclu. Oui, mais c'est très plausible. Mais sur les réseaux sociaux, il y a un gars, c'est un peu exagéré. Qu'on comprenne bien. Non, c'est pas les vraies feuilles. Voilà, non, mais c'est important de le dire. C'était du second degré. C'était de la politique fiction et du second degré, évidemment. Absolument. Mais je vais l'acheter, je vais le lire. Ouais. Quelqu'un sur les réseaux sociaux disait tout à l'heure 3 jours et détention, c'est injuste. Il en a fait d'avant. Il se prend pour Mandela. J'ai trouvé ça. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec cette information. Plus de 70 départements ont été placés en vigilance jaune pour cette neige verglas vendredi. Et on va vous emmener à Orléans, parce que je pense qu'ils sont comme nous. Ils n'ont pas vu la neige depuis longtemps. Ah ben là, ils l'ont vu. Ah ouais, ils l'ont bien vu là. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Autour de cette table, Philippe Bilger, Philippe David, bien entendu, avec Samuel Botton aussi, avec Pascal Giral. Ça va, Pascal Giral? Comment vous vous sentez? Je me concentre. C'est ma d'accord. première, je voudrais pas déraper, je me concentre. Ouais, et dans concentre, et qu'il y a concentre, il y a centre, bien sûr, bien entendu. C'est bien connu. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et plus de 70 départements ont été placés en vigilance jaune pour neige verglas ce vendredi, François-Louis. Et oui, les premiers flocons sont tombés, recouvrant notamment les chaussées de l'agglomération orléanaise. Je fais comme Rémi André. Le danger, il faut le retenir, c'est le verglas. Florent Montillot est le premier adjoint au maire d'Orléans. Il nous en parle. Bonsoir, monsieur l'adjoint au maire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'on a chaussé les skis à Orléans? La montagne à Orléans, si vous voulez, n'est pas encore suffisamment pentue. Mais on parlait ski de fond. Hein. Ah oui, la luge. Alors moi, je suis par contre à fond pour le ski. Ah d'accord. Voilà. Mais attention au verglas quand même, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus traître et de plus dangereux, il me semble. Alors, je précise deux choses, c'est qu'effectivement, à Orléans, les épisodes neigeux ne sont quand même pas très fréquents. Tous les 2 ans, ça c'est sûr. Tous les ans, moins sûr. En général, c'est plutôt janvier-février. C'est très rare au mois de novembre. Ça a commencé hier jeudi, on va dire, dans la banlieue, la grande banlieue orléanaise, c'est plutôt à 10-15 km d'Orléans, avec 5-6 cm de neige. Et c'est tombé effectivement cette nuit, l'année dernière, de jeudi à vendredi, donc sur Orléans. Et tout cela s'ajoutant au verglas, parce qu'on était plutôt à -2, -3 sur l'agglomération orléanaise, sur la métropole. Pardon de vous couper, mais en matière d'équipement, on fait comment à Orléans, par exemple? On n'a pas mis on n'a pas mis effectivement de chaîne. Ça a généré quand même pas mal de bouchons, notamment au pourtour d'Orléans. Quelques accidents, plutôt de la carrosserie, heureusement. Des bouchons, je viens de le dire. Voilà, donc c'est quelque chose qui perturbe. Pour autant, il ne faut pas non plus s'alarmer. Très concrètement, en France, dès qu'il y a 2 cm de neige, la France est bloquée, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Ouais, moi j'adore, mais tout le monde n'aime pas ça. Je viens d'une ville où elle est bloquée s'il y a 10 cm de neige, en l'occurrence Marseille. Et pour le coup, nous on sort les skis. Moi j'avais juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez quand même des équipements peut-être pour le salage des routes et peut-être atténuer les causes du verglas? Oui, alors de toute façon, ça c'est clair que d'ailleurs, indépendamment de la question neigeuse, le fait de savoir que nous avons, et alors là par contre depuis plusieurs jours, les nuits avec -2, -3 degrés, ça rend les chaussées extrêmement glissantes. Donc bien sûr qu'il y a un salage. Là, on est sur d'ailleurs la responsabilité du conseil départemental, puisque c'est sa responsabilité effectivement, notamment de passer les saleuses. Alors par contre, il faut savoir également qu'on a évidemment le transport en commun, notamment 2 lignes de tramway. On a 30 km de tram à Orléans. D'accord. Ah oui, et là, donc ça pour aide. le coup, on a également un système sur l'ensemble de la ligne qui permet, dès qu'on sait qu'il va y avoir du verglas, d'imposer un produit directement sur l'ensemble de lignes pour que la ligne puisse passer, et notamment dans les zones où nous n'avons pas de contact d'électricité par caténaire, mais enfoui dans le sol. Voilà, ce qui nous oblige à passer un produit, effectivement, quasiment toute la nuit d'ailleurs, pratiquement sans continu.
Eh bien, merci beaucoup Florent Montillo d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes premier adjoint au maire d'Orléans et j'ai envie de vous dire tout chousse pour ce week-end. Absolument, je suis fan de ski et vous pouvez me suivre quand je vais en montagne. Et n'oubliez pas qu'il y a le planté de bateau, on ira voir Monsieur un vin chaud après. Monsieur Duss. Et le vin chaud. Merci beaucoup, passez un excellent week-end. Merci, allez tout de suite. Également. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Ministre de quoi? Je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre, par exemple, des Affaires sociales, et c'est Emmanuel de Suresnes qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, j'ai envie de dire monsieur le ministre. C'est vrai que ce serait amusant de l'être pour de vrai pendant quelques mois. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de me donner la parole. Eh bien, moi, si j'étais ministre, je commencerais en fait par une mesure de justice sociale. Je réserverais la couverture sociale et le paiement des retraites à ceux dont les parents ou eux-mêmes ont cotisé. Ceux qui n'ont jamais cotisé d'aucune manière, ni leurs parents, ni eux-mêmes, il n'y a aucune raison qu'ils aient droit à la couverture sociale. Et je trouve scandaleux, par exemple, que quand on a un gamin de 20 ans qui est opéré de l'appendicite, eh bien, même s'il passe qu'une journée à l'hôpital, finalement, on se retrouve à payer une facture qui avoisine les 1 000 euros. Ok. Ah oui, vous êtes... Vous êtes hard, Samuel. Je suis même pas sûr d'avoir compris le sens de la mesure et je suis absolument certain qu'elle n'est pas applicable en l'état. Vous devriez en parler à Guillaume Casbarian, je suis sûr que ça peut l'intéresser. Ah mais par exemple, je vais prendre un exemple. Vous voyez les retraités américains qui viennent s'installer en France pour se faire soigner et profiter. Il y a une convention fiscale avec les USA, mais c'est pas le seul pays. C'est-à-dire qu'ils cotisent pas, ils payent pas d'impôts en France, mais ils se font soigner. Ça pose quand même question. Il est sur un business mondial de la santé. Merci. Bougez pas, monsieur le ministre. Mais moi, de toute façon, je suis légitimiste. Dès qu'il y a un ministre, je suis d'accord avec lui. Pascal Girac. Pascal, ça vous paraît... Oui, ça me paraît légitime. Pareil que Philippe. D'accord, c'est ça. Vous faites du lèche-botte, Pascal. Voilà, c'est ça, bien. Non, c'est vrai, c'est logique. Alors on renvoie ça à la question du tourisme médical dont la France n'est pas la seule entre guillemets victime. Comme l'a dit Philippe, il y a des conventions qui sont prévues, il y a des règles. Des folies de les avoir signées. Non mais ça après c'est ni toi ni moi. Elles sont là. Voilà. Tu composes avec. Mais de la même manière que vous avez des Français qui quittent la France pour se faire soigner ailleurs sur certains soins. Et après sur la question des aides sociales, c'est-à-dire à la limite je serais plus enclin à une refonte de notre. Il faut soigner ailleurs, mais ils payent. Oui, ils payent. Alors que mais chez nous, ils payent ailleurs ce qui leur coûterait, ça coûte peut-être moins cher ailleurs que ce que ça leur coûterait en France, malgré le système qui est... Oui, mais c'est à leur charge personnelle, alors que certains ici, c'est la charge de la France. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est peut-être une refonte du système social, et là, effectivement, avoir des catégories de population, sur certaines qui peuvent et qui doivent en bénéficier, et d'autres sur des catégories plus aisées, mais quand je dis aisées, on est au-delà du 4 ou 5 000 euros par mois. Quelqu'un qui gagne 4 ou 5 000 euros par mois vit bien, mais n'est pas riche. Donc, et à partir de là, remettre peut-être... C'est pas ce que disait François Hollande. J'aime pas les riches à 4 000 euros par mois. Et il l'a pas dit comme ça. Non, pas du tout. Non. En fait, attendez. Que les gens qui ont des gros salaires et donc sur lesquels on prélève des très fortes charges sociales auraient moins de droits que d'autres d'être couverts. Je comprends pas. C'est parce qu'ils peuvent ils peuvent prendre la décision, c'est ce qui se passe aux États-Unis, de souscrire à leur propre système de santé mutuel ou assurance ou autre. Vous avez un fait insolite qui a été fait il y a 2 semaines sur une personne qui a refusé, qui s'est sortie du système français, je crois, de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, ils sont après ses bottes parce qu'il y a 80 000 euros qui n'ont pas été réglés et donc il est hors la loi à ce jour. Mais visiblement, c'est aussi une méthode qui pourrait être testée. Et il n'y a rien d'aberrant là-dedans si à un moment un citoyen décide de prendre une autre voie sociale. Vous ne serez que secrétaire d'État. Je ne cherche pas à l'être, Philippe. Je suis très bien dans le privé. Vous avez été dégradé, Samuel Botton. Merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas... Merci. Je vous en prie, madame la présidente. Vous reconnaissez, c'est bien. Merci beaucoup. Emmanuel de Suresnes, merci en tout cas. Passez un très bon week-end. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Le fou, l'amoureux et le poète sont farcis d'imagination, disait Shakespeare. Les taxiculteurs de Bercy aussi. Voilà, c'est pas facile à dire. J'ai créé le mot taxiculteur. Mais c'est pas les taxis, c'est ceux qui créent des taxes. Vous avez compris ? C'est bien. On a bien compris. Et tout de suite...
Tout de suite, Thomas Binet, les incontournables de la copropriété. Voilà. J'étais parti payer mes impôts. Voilà. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va s'intéresser cette semaine aux différents acteurs des copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, si on parle des acteurs de la copropriété, les premiers qui semblent évidents, ce sont évidemment les copropriétaires. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Un copropriétaire, c'est quoi? Les copropriétaires sont, chacun à leur niveau, propriétaires de leur appartement, leur cave ou leur garage, qui constituent ce que l'on appelle des lots de copropriété, et la réunion des lots de copropriété constitue ce que l'on appelle les parties privatives. Alors ça c'est clair. Et être copropriétaire, ça entraîne quoi concrètement? Être copropriétaire, ça donne des droits, mais ça entraîne également quelques devoirs. Les droits, c'est avant tout celui de jouir de son bien, d'en profiter à sa guise, par exemple habiter ou louer. Cela donne le droit, et même d'une certaine façon le devoir, d'assister aux assemblées générales, et donc de participer aux votes qui ont lieu pendant ces assemblées. Alors on va parler des obligations. Au niveau des obligations, justement, qu'est-ce qu'on retrouve? Être copropriétaire entraîne effectivement quelques obligations. Tout d'abord, celui de respecter les dispositions du règlement de copropriété, document qui fixe les règles de fonctionnement de l'immeuble sur le plan pratique, comptable et juridique. Et l'obligation de payer des charges, évidemment. Évidemment, voilà. Ce n'est probablement pas la plus agréable, mais pour qu'une copropriété puisse fonctionner et exister, il est nécessaire que tous les copropriétaires contribuent aux dépenses de l'immeuble dans le cadre d'un budget qui est voté par l'Assemblée et qui est calculé par rapport aux règles de participation prévues par la loi et par le règlement de copropriété. Nous reviendrons bien sûr sur ce sujet dans une prochaine émission. Autre acteur de cette copropriété, ce sont les locataires. Eh bien oui, les locataires sont aussi des acteurs de la copropriété, même s'ils ne participent pas vraiment à son fonctionnement formel. Ils contribuent à leur niveau aux charges de l'immeuble, principalement aux consommations, l'eau, l'électricité, le chauffage. Ils doivent par ailleurs, sous peine de risquer la résiliation de leur bail, respecter, comme les copropriétaires, les règles de fonctionnement de l'immeuble. Et le conseil syndical, c'est quoi? Ça sert à quoi? Nous y reviendrons prochainement, plus en détail, mais on peut simplifier en indiquant que les membres du conseil syndical sont des copropriétaires qui sont élus par l'Assemblée générale pour assister le syndic et contrôler sa gestion. Ils servent en général d'intermédiaires, de relais, entre le syndic et l'ensemble des copropriétaires. Alors on va parler des relations entre le syndic et le conseil syndical. Ça fonctionne comment? Pour ma part, je considère qu'il est souhaitable que le syndic et le conseil syndical travaillent ensemble plutôt que l'un contre l'autre. On est en général plus efficace en utilisant ses forces et en les unissant plutôt qu'en se bagarrant. Heureusement, c'est le plus souvent comme cela que cela se passe. Et il y a le syndic, évidemment, parlons-en. Pour faire simple, le syndic, c'est la personne ou la société chargée de la gestion, de l'administration, des aspects juridiques, comptables et financiers de la copropriété pour le compte du syndicat des copropriétaires. Le syndic peut être professionnel, une société spécialisée, ou non professionnel, un copropriétaire par exemple. Dans la quasi-totalité des cas, le syndic est désigné par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Alors il y a d'autres acteurs, Philippe, dans la copropriété? Oui, le personnel, par exemple le gardien ou le personnel de ménage, s'il y en a, et les entreprises qui interviennent dans l'immeuble, il y en a toujours, le plombier, l'électricien par exemple, sont d'autres acteurs sur lesquels nous reviendrons dans une autre émission. Effectivement Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Les enfants, c'est bientôt le retour à l'écurie, j'ai envie de dire. Avec autour de cette table Philippe Bilger. Vous ne sous-entendriez pas que nous sommes bêtes à manger du foin? Mais pas du tout, jamais j'oserais dire un truc pareil. Non, je pense que c'est ça parce qu'il n'y a aucun étalon autour de la table. Non, vous connaissez mal certains. Vous ne savez pas. Vous savez des choses que nous ignorons. J'ai apprécié que Cécile se tourne par là en parlant des bêtes. Pascal et moi, on est tranquille. Non, elle regardait Samuel, pas moi. Voilà, en tout cas, autour de cette table, Samuel Botton qui est avec nous, expert en communication, Step Conseil, et puis Pascal Giral qui est, comment on dit, retraité, on dit ça, non?
On dit ancien travailleur. Ouais, ancien travailleur. C'est mieux que retraité. Ouais, d'accord. Retraité, il y a une connotation sortie des cadres. C'est mal vu par les temps qui C'est courent. un peu le mec qui fait Ancien plus rien. commerçant, Quoi. ancien commerçant. Ancien actif. on va Ancien dire ça. actif. Oh, Et dis vous donc. n'avez même pas commerçant honoraire. Non. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Pourquoi le 12e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et que la nouvelle manière de faire les poches des propriétaires immobiliers m'a laissé pantois. En effet, la DGFiP envisage que la taxe foncière soit augmentée en fonction des éléments de confort, les guillemets s'imposent, dont disposent les logements. Et ce ne sont pas une piscine, un jacuzzi ou un sauna qui seraient comptabilisés comme éléments de confort, mais aussi un lavabo qui serait converti en 3 mètres carrés, le chauffage central par 2 mètres carrés, une baignoire à 5 mètres carrés, l'électricité 2 mètres carrés, l'eau courante 4 mètres carrés. Ainsi, un logement de 60 mètres carrés équipé de 2 lavabos et d'une baignoire et bénéficiant du chauffage central, de l'électricité et de l'eau courante, comme tout logement normal, vous payeriez donc maintenant une taxe foncière pour 79 mètres carrés, ce qui est déjà un scandale, aucun des équipements mentionnés n'étant, à mon avis, des équipements de luxe. Mais comment peut-on considérer comme des éléments de confort des équipements essentiels qui équipent tous les logements ou presque? Si on se fait couper le courant pour le produire soi-même en pédalant avec une dynamo, sera-t-on encore taxé? Va-t-il falloir se laver dans des douches municipales pour éviter de payer l'eau courante? Contre la taxe lavabo, ne faudrait-il pas se raser et se brosser les dents dans la rue pour ne pas les payer? La DGFiP, qui paye des drones pour aller regarder chez les Français les cabanes de jardin et les piscines non déclarées pour les taxer, va-t-elle envoyer des contrôleurs chez tous les Français pour voir si un week-end, ils n'auraient pas remplacé leur cabine de douche par une baignoire pour se faire plaisir, ou installer une deuxième vasque dans leur salle de bain pour que madame puisse se brosser les dents pendant que monsieur se rase? Dans ce délire fiscal, il y a quand même une bonne nouvelle. Nos technocrates n'ont pas considéré les toilettes comme un élément de confort, ce qui s'explique peut-être par le fait que la taxe aurait été beaucoup trop élevée pour traiter toutes les idées de merde qui leur passent par la tête. Qu'en est-il du bidet? À votre avis, qui, dans quelle tête collective a À la DGFiP. Oui, mais enfin... Non, mais vous avez parlé des bidets, mais ça a disparu, les bidets, cher ami. Hein. Vous avez peut-être des gens qui en ont encore. Oui, Bah oui, mais je ne comprends pas le 2 mètres carrés pour un lavabo, pardon. Les 5 mètres carrés pour une douche. Parce qu'il doit y avoir une norme. Excusez-moi, l'évier est gratuit. D'accord. Oui, a ok. priori, oui. Mais en revanche, c'est vrai que ceux qui ont un bidet, ça va être taxé ou pas? Bah, je ne sais pas. mais C'est à mi-chemin entre un lavabo de. C'est un lavabo de fesses, en fait. C'est très utile le bidet. Il me semble qu'ils ont lancé une mission flash pour revenir sur ces propositions. Oui, parce Ils se que sont même aperçus que c'était absurde. Ça fait un tel buzz que là, ils se Non, mais disent... c'est n'importe quoi, Non mais enfin. imaginez ça, 5 mètres carrés. L'électricité, 2 mètres carrés. Ouais, dans ces cas-là, si vous avez une grosse chaudière dans une maison à 380 volts, 20 mètres carrés, non mais on est chez les dingues. Moi, j'ai une petite idée pour éviter la taxe. Oui. Je pense que là-dedans, l'Europe va définir la dimension standard d'un lavabo, sur lequel va reposer la taxe. Donc la dimension standard, mettons que ce soit 50 cm. Il faudra demander aux constructeurs de lavabos de faire des lavabos de 49 cm pour C'est éviter ça. de payer la taxe. Voilà. Et on retombera dans l'usine à gaz administrative habituelle, et ça sera le bordel. Mais ça crée des emplois. Et ça crée des emplois. Et vous savez, voilà, c'est ça. Mais C'est bien d'entendre. Cécile, merci du néologisme que vous avez créé. C'est-à-dire Le lavabo de fesses pour parler d'un bidet. Elle est géniale. Ce soir, j'ai un dîner. Je pense que je vais la sortir. Après le dessert. Après le. Pourquoi oui. ça, à l'apéro, Oui. c'est bien. Ça Et met de généralement, il ne l'ambiance. faut pas le faire tout de suite chez des gens que vous ne connaissez pas. Vous attendez un petit peu quand même. Ah non, mais je les connais. Et puis Ok. lavabo de fesses. Voilà, c'est mignon là-bas. Mais c'est très joli, je trouve. Et c'est tout à fait... C'est aussi joli. Vous savez comment ils appellent un gant de toilette au Québec? Non. Une débarbouillette. Ah, c'est Et je trouve mignon. que c'est très joli comme le lavabo de fesses pour un bidet. Tu sais comment ils disent testicules au Québec? Non. Oui, les gosses. Voilà. Et comment ils disent une bouillotte alors qu'il fait froid?
c'est très drôle aussi. Un sac d'eau chaude. Un sac d'eau chaude. Et blague dans le coin, comme diraient les Belges. Allez, vous restez avec nous. 0826 300 300, ce numéro de téléphone. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser avec Zach qui vous attend. Dans un instant, la question du soir. On va revenir sur ces soignants agressés, ce directeur d'école menacé, avec cette question du jour, Philippe. Oui, certains parents sont-ils hors de contrôle? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 99%, on était à 100% tout à l'heure. Il y a une personne qui n'est pas d'accord. Le 0826 300 300. Et on veut que c'est celui-ci qui nous appelle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. C'est la dernière ligne droite, avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, Pascal Giral. On a dit quoi? Ancien commerçant? Ancien actif. Retraité actuel, ancien actif. Il me parle comme si j'étais un prévenu, une prévenue là. Ancien actif. Qu'est-ce qu'elle a la blondasse? Mais il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Mais il est un ancien actif, mais il n'est pas du tout passif. Voilà. Non, il fait ce qu'il veut. Tout ça ne nous regarde pas. On ne fait pas. Je vous en prie. Ne faites pas de tels sous-entendus. Vous le traitez de passif. Mais non, j'ai dit qu'il n'était pas du tout passif. Ouais. Contrairement à vous. Ouais. Ça balance un peu là, non? Okay. Ça attaque un peu là. L'esprit de l'émission revient. Voilà, ça y est, les affaires reprennent, comme on dit. Allez, tout de suite, sérieusement, la question du soir. À Tourcoing, dans le Nord, une élève va frapper sa professeure après avoir refusé d'enlever son voile. Une professeure de maths a été violemment agressée par un de ses élèves de seconde en plein cours. Entre l'élève à gauche et la professeure à droite, le ton monte très vite. Ça s'est passé au lycée Montaigne, à Paris. Prestigieux établissement. La prof avait juste fait une remarque à l'élève. Depuis plusieurs années, on sent bien une forme, si vous voulez, de menace par rapport à l'essence même de notre métier. Et il lui a cédé 3 coups de poing au visage et 2 dans le dos. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Les vraies voix Sud Radio. Et on fait suite à ces informations. Un mardi, un médecin à Tourcoing a été violemment agressé. Le mois dernier, à Rennes, le directeur d'une maternelle recevait des menaces de mort avec cette question du jour, Philippe. Soignants agressés, directeur d'école menacé, certains parents sont-ils hors de contrôle? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on doit pointer la responsabilité des parents sur ce type de... Bien sûr. Alors, ma Cécile, votre question, elle aurait pu être formulée il y a longtemps. Hein. En réalité, l'actualité est remplie d'événements de cette sorte et ils deviennent de plus en plus préoccupants. Vous savez que parfois je trouve que Gabriel Attal est remarquable. Il aurait fait un formidable ministre de l'Éducation nationale et il clivait dans les parents défaillants et les parents dépassés. Je trouve que c'est très juste là-dessus par rapport à ce qui se passe en réalité dans les écoles. Il faut être beaucoup plus sévère. Et notamment sur un point précis. Lorsqu'une ministre dit lorsqu'on attaque un professeur, on s'en prend à la République, c'est idiot. C'est idiot. Il faut considérer que lorsqu'on s'en prend à un professeur, on agresse un professeur, un point c'est tout, et on met tout en œuvre pour interpeller l'agresseur. En général, c'est facile, et pour le condamner à une peine qui doit être sévère, même si son passé judiciaire est inexistant. Il y a des moments et des situations où il ne faut pas hésiter à frapper fort pour éviter un futur préoccupant. Eh ben moi j'ai envie de vous emmener au 0826 300 300 avec Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Qui nous appelle de Gironde. Bienvenue. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Marie, j'ai cru comprendre que vous étiez enseignante. Oui, c'est ça, je suis enseignante. Malheureusement, je constate moi aussi des agressions verbales, que ce soit des parents, des enfants. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les parents sont très souvent responsables de la situation, bien sûr. Maintenant, ce qui me pose question, c'est qu'on fait un constat et qu'ensuite on ne donne pas les moyens. Quand on a des enfants qui sont en difficulté, que ce soit dans l'élémentaire ou dans le secondaire,
Juste donner une peine, on va dire, comme il était dit tout à l'heure, je crois qu'on voit bien que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut un soutien total à la communauté éducative, bien sûr à la communauté soignante, hein, on parle des deux. Et ensuite, il y a des choses à mettre en place. C'est-à-dire que la punition en elle-même, elle ne sert pas à grand-chose, c'est juste pris comme une sanction. Et en fait, il y a aussi après... des choses à mettre en place, un soutien aussi au corps professoral, comme ça a été fait là par Monsieur le ministre, qui est essentiel. Et en fait, les enfants, si leurs parents sont défaillants, alors c'est bien, on leur dit que c'est pas bien, mais après, la suite, on les rebalance dans ces familles-là et on fait rien. Voilà. Juste une petite question, Marie. Est-ce que vous sentez quand même que l'agressivité est en recul, stable, ou plutôt que ça progresse ? Alors c'est compliqué parce que moi je suis dans un quartier où on fait en ce moment, enfin dans l'école dans laquelle je suis actuellement, on fait peu face à ce genre de situation. Bien sûr, autour de moi, j'en entends beaucoup parler. Moi, j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux depuis 1 ou 2 ans, mais franchement, ma parole ne vaut pas grand-chose. Voilà. Samuel. Oui, je pense que c'est même plus largement un problème de citoyenneté. On a ce débat sur le personnel soignant et sur les enseignants. On l'a eu la semaine dernière sur des maires, ou Guillaume Casbarian, qui se faisait menacer, agresser, pour certains maires de petites communes. Donc il y a vraiment une forme de tension en France. Il y a une agressivité qui remonte, c'est indubitable. Après, sur la question... scolaire, je voudrais juste rebondir au propos de Philippe. Agresser un professeur, c'est agresser la République. J'ai envie de vous dire oui, pour moi, un enseignant, c'est au même titre qu'un policier. C'est un des premiers représentants de notre République. C'est ceux qui éduquent, c'est ceux qui protègent. Donc oui, forcément, c'est des problématiques qu'il faut prendre à bras le corps. Mais en même temps, il faut aussi garder en tête que... c'est des faits qui peuvent nous échapper, qui peuvent être impromptus et ponctuels. Et c'est très dur aussi de répondre à ça et à des actes imprévisibles. Pascal Giral. Oui, ben moi je trouve que, bon, alors puisque je suis inactif, ce qui sous-entend retraité, donc un vieil élève, je pense que quand j'étais jeune élève, il me serait jamais venu à l'idée d'agresser un professeur. Enfin, c'était pas dans les mœurs, c'était pas ça, quoi. Ou alors, si j'en référais à mes parents, tout de suite j'en prenais une autre. J'allais dire, voilà. Et puis, il était inconcevable que le professeur puisse avoir tort, parce que chacun était dans son rôle. Les parents étaient là pour éduquer et les professeurs pour instruire. Et chacun son job. Non, mais surtout, quand il faudrait qu'il y ait une réaction un peu virile, parce que quand on voit ce médecin qui se fait taper parce que le gamin fait du bruit et que le médecin dit à la mère, est-ce que vous pouvez le calmer, le père vient, le tape. Là, c'est pas un délire religieux, c'est un délire qui pense qu'un professeur, enfin, en maternelle, homme est un pédophile, etc. Mais il faut, quand des gosses tombent dans des familles comme ça, je crois qu'il faut les retirer de la famille et déchoir les parents de l'autorité parentale. Parce que s'ils sont capables d'aller taper un policier, un enseignant, ou menacer de mort un directeur d'école, ou d'aller taper est-ce que les parents peuvent débouler comme ça dans une école pour agresser quelqu'un? Normalement, ça devrait pas être possible. Ça devrait pas être possible. S'il y avait de la sanction, parce qu'après, le gamin, il est tout puissant. Philippe, tu mets le doigt sur un point. On est peut-être aussi face à une génération de parents contrariés qui a pas forcément transmis la bonne éducation à ses enfants, qui est pas forcément dans le bon mindset. Cette génération qui a élevé des enfants à coups d'écran tous les jours et ainsi de suite. Donc, qui aujourd'hui n'a peut-être pas forcément les mêmes limites que pouvaient avoir mes parents, vos parents, ou peut-être les parents de demain qui m'ont l'air d'être une génération avec un peu plus de plomb dans la tête. C'est quand même pas à l'État de rattraper les incapacités éducatives des parents quand même. Non, mais c'est son rôle de sanctionner. C'est son rôle de sanctionner, oui, ça on est bien d'accord. Mais Philippe Bilger, ça vous auriez pas imaginé de rentrer dans une école pour taper ou menacer. Comme l'a très bien dit Pascal, malheureusement c'est une banalité. Il y a une époque où ça n'était pas concevable parce que l'autorité était respectée et surtout il n'y avait pas cette confusion délétère entre celui qui enseigne et celui qui est l'élève. C'est dramatique. Allez, merci beaucoup les amis. Et tout de suite, Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Et on continue à suivre Joël Paris, c'est skipper malvoyant, et Goulven Marie, navigateur pro engagé dans la catégorie classe 40 avec le bateau Rêve à perte de vue. Et ça pourrait bien être une arrivée quelque peu tragique, François-Louis. Oui, Noël Paris nous prévient, la probabilité d'arriver avant le 24 novembre à midi, soit la date limite imposée par la direction de course, est malheureusement très très faible.
Qu'est-ce qui vous amène, en tout cas, qu'est-ce qui amène nos navigateurs dans cette situation? Eh bien, après la première escale à la Corogne, on s'en souvient il y a quelques semaines, souvenez-vous, eh bien, ils risquent le DNF, autrement dit le Do Not Finish, autrement dit qui n'est pas terminé, donc la deuxième manche ne serait pas finalement aboutie, ce qui signifie qu'ils ne sont pas classés pour toute la course, donc c'est vraiment pas cool parce que c'est comme si c'était nul en fait. Mais visiblement les marins, généralement on n'abandonne jamais. Les marins sont toujours solides, ils ne lâchent rien. Alors nos deux coéquipiers ont même déposé une réclamation auprès du jury, histoire de tenter le coup et de peut-être changer le verdict. Dans tous les cas, on croise les doigts pour eux et on leur souhaite un dernier élan de chance dans cette grande aventure. Absolument, en tout cas, merci beaucoup pour ce journal chaque semaine de ce bel attelage, si je puis dire. Et qu'est-ce qui se passe au 0826 300 300? Et qui c'est qui tape à la porte? Allô? Allô, Véronique? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, c'est pourquoi? J'adore faire ça, les gens ne passent, mais je sais pas. Véronique, vous nous appelez de Béziers, comment ça va? Ça va très bien, c'est très froid, mais ça va. Eh ben écoutez, il fait très froid à Béziers, c'est rare. Ça va pas vous réchauffer. Ça va vous réchauffer le cœur, mais ça ne vous réchauffera pas en tout cas dans la maison, puisque vous venez de remporter une très belle enceinte Bluetooth The One Plus du fabricant américain Klipsch. Bravo. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous sommes très heureux de vous offrir cette belle enceinte. En tout cas, c'est un très bel objet, un look vintage en bois et en métal qui se cache derrière des haut-parleurs puissants pour créer de l'ambiance. Et là, vous allez pouvoir faire des petites soirées un peu sympas d'une valeur de 300 €. C'est pas mal, on est bien. Oui, merci beaucoup. Merci à Sud Radio. Est-ce que vous nous écoutez depuis longtemps? Oui, on écoute souvent. Oui. Et quoi? Non, c'est très bien, l'émission est très bien. Merci Véronique. Comment soutirer des trucs à nos auditeurs. Véronique, en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end, de belles fêtes de fin d'année, parce que c'est un joli cadeau de Noël. On peut dire que c'est un cadeau de Noël avant Noël. Oui. Merci à vous et bonne soirée, bon week-end. On vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Véronique, et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci en tout cas Samuel Botton d'avoir accepté de cette invitation. Merci beaucoup Pascal Giral pour cette première. Merci Philippe Bilger. Vous restez avec nous parce que j'aime les pantantes à l'eau, les pantantes en bas de chambre. Une voix de Sud Radio, Vincent Ferniaud qui sort un livre. On veut des patates, mes recettes de famille cuisinées de génération en génération. Il y a des photos, ça met en appétit rien qu'en les voyant, et quand on lit les recettes, c'est encore mieux. Et on aura un cultivateur de pommes de terre qui va nous expliquer comment ça se fait, les pommes de terre. Et on aura un personnage mythique, Momo, qui a toutes les baraques à frites du stade Bollaert. Et je ne vous dis pas avec quoi il fait frire ses frites. Moi, ça donne envie d'aller voir un match. Moi, j'ai envie de dire des frites. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus. J'aime les pototes à l'eau, les pototes à bas de chambre. Philippe David. Hey, salut Vincent. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Dis donc, on appelle ça du journalisme. Bravo. Allez, ce soir, place aux pommes de terre, un aliment simple, populaire, universel qui raconte nos repas rapides, mais comme nos grands moments de cuisine. 50 kilos par an et par personne, c'est vous dire si les patates comptent pour nous. Monsieur Patate, alias Vincent Ferniaud, est avec nous ce soir à l'occasion de la sortie de son livre On veut des patates, publié chez Albin Michel. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Vincent Ferniaud, vous le connaissez bien entendu, sur les antennes de Sud Radio. Et c'est vrai que c'est quand même. C'est vrai que tu ressembles à une patate. Non, mais j'ai envie de vous démonter, vous savez, comme dans le jeu. Voilà. J'ai envie de dire au purée. C'est pas mal. C'est vrai que la pomme de terre, soyons clairs, alors peu importe comment on l'appelle, c'est quand même un élément emblématique de notre cuisine française, mondiale. On pourrait croire que c'est un plat populaire, ça l'est, mais ça peut être aussi un plat, en tout cas un légume de grande gastronomie. Ça couvre
tous les niveaux de la cuisine. C'est ça. Depuis la chips la plus banale, parce qu'il y a des grandes chips aussi, jusqu'à la plus grande gastronomie. Mais je réfute, Cécile, le terme de pomme de terre. Ah, d'accord, ok. Alors pourquoi ? Patate. Alors, on va commencer par ça. D'abord, moi, je me suis fait beaucoup enguirlander par mes abonnés sur Instagram quand j'utilisais le terme de patate. Or, le terme patate, c'est le terme originel. Hein, ça vient de la langue quechua, papa, et du taïnos des Caraïbes, batata. Et les Espagnols l'ont mixé en un mot qui est devenu patata en Espagne, patata en Italie, potato dans le monde britannique. Il n'y a que nous, pommes de terre. Moi, je trouve que ça fait ancien régime. Ça fait... Non, mais ça fait je me la pète. Mais pourquoi on a changé, en fait ? À quel moment ça a vrillé ? Alors, ça a vrillé... en fait, c'est Antoine-Augustin Parmentier qui a été le promoteur de la... Et non pas le découvreur. Hein. Attention, ce sont les conquistadors qui ont rapporté les patates depuis le Pérou, hein, qui est son berceau. Et très vite, comme ça a été promu par Louis XVI, par la cour, par les nobles, voilà, patate, ça faisait... Mais est-ce qu'en France, la pomme de terre est plus dans la culture culinaire du nord ou du sud du pays ? Plus du nord ? Enfin, j'ai l'impression d'entendre la réponse dans la question. Enfin, on sait tous que c'est le schnorr. Le nord, l'est, etc. Oui, en tout cas, la moitié nord. Le nord, je veux dire la moitié nord, bien sûr, pas le nord, pas de Calais. Oui, non, bien sûr. Alors, d'abord, elle est partout. Elle est aussi dans l'ouest, énormément. Hein, c'est-à-dire toute la façade atlantique, la Manche, enfin voilà. On va dire donc c'est... Mais aussi dans le sud, le gratin dauphinois, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est le nord du sud. On va dire. Alors, écoute, la truffade d'Aligo, c'est le sud quand même. Hein. Ah oui, alors la truffade, c'est le sud du nord, hein, parce que non mais attendez, il y a une guerre de clochers entre truffade et Aligo. Ah oui, entre les Cantalou et les Aveyronais. C'est le Cantal, donc c'est l'Auvergne, alors que l'Aligo, c'est Rouergat, donc c'est l'Aveyron, donc c'est l'Occitanie, le nord de l'Occitanie. Ah non mais il y a que des guerres de clochers sur la patate et on adore ça en plus. En tout cas, nous avons en ligne un spécialiste, Victor Dercé, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ders ou Dercé ? Ders, voilà. On est ravis de vous accueillir. Et là, on peut dire qu'on est quand même avec un spécialiste. Un spécialiste. Voilà, vous connaissez tout de la patate, pour faire plaisir à Vincent Farniot. Combien de variétés de patates y a-t-il ? Oula. Alors, un nombre exact, ça va être très difficile. Non, mais à vista d'Enas, comme on dit dans le sud, à vue de nez. Plusieurs centaines, dont commercialisées en France entre 150 et 200. Sûr. Eh oui. 150 et 200 variétés. Oui, mais quand on mange toujours les mêmes. Quand on va au Pérou, par exemple, ils ont encore des centaines, même à la carte des restaurants, des trucs qu'on connaît pas, absolument pas, qui sont issus de la patate originelle. Mais nous, on a un petit peu raccourci la gamme. Mais surtout, je suis content qu'on ait Victor au téléphone avec nous, parce que lui, il comprend pourquoi les gens qui demandent éternellement pourquoi je trouve plus de la Binge, pourquoi je trouve plus de la BF15 ? Parce qu'il y a une raison à ça, Victor. Il faut nous l'expliquer pourquoi. Alors qu'on comprenne bien. Alors vous êtes spécialisé dans la production de semences et responsable de production à la SAS Bernard. Donc vous êtes vraiment un expert dans la pomme de terre et on a envie de comprendre effectivement pourquoi certaines variétés n'existent plus. Alors, les experts, quand on est dans le vivant et dans l'agriculture, il faut toujours faire preuve d'humilité parce que c'est elles qui décident. Vous êtes au-dessus de nous, donc vous êtes toujours au-dessus de... Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, c'est vraiment une logique d'évolution des modes de consommation. Et donc, effectivement, les variétés anciennes, elles existent encore, celles que vous avez citées. Oui, bien sûr. On en multiplie encore. Pour la Binge et la Charlotte, chez nous, c'est important. Mais par contre, c'est des variétés qui sont pas modernes dans le sens où elles sont sensibles aujourd'hui à beaucoup de maladies, donc on nécessite de mettre beaucoup de médicaments. Elles font des rendements qui sont pas très importants, donc l'économie elle est un peu challengée quand on cultive ce genre de variétés.
Ça demande souvent beaucoup d'engrais, ça se conserve pas très facilement. Et donc aujourd'hui, nous, on essaye de trouver des nouvelles variétés dont le goût va nous rappeler les frites de Binch de nos grands-parents, la Charlotte avec des super raclettes entre amis, tout en ayant une attitude à l'agriculture biologique, par exemple. Victor, quand on dit amender la terre, c'est-à-dire quand vous dites qu'il faut rajouter un tas de trucs d'engrais, etc., n'oublions pas que normalement, lorsqu'on a une culture de pommes de terre, il faut une jachère de 5 à 7 ans. Ah oui. Oui, il faut le dire, il y a une rotation qui est terrible pour la pomme de terre, parce que ça mange vraiment tous les nutriments de la terre autour. On est d'accord, Victor? Oui, tout à fait. C'est la notion de rotation dans l'agriculture. Donc la pomme de terre, c'est recommandé tous les 5 à 6 ans. Pour préserver les sols. Victor, celle que nous avons dans des supermarchés lambda, c'est quoi en fait? Alors, les variétés, il y en a une multitude. Celles dans les supermarchés, elles sont souvent avec des bonnes aptitudes de lavage pour que le produit soit joli, nickel. Avec des rendements importants, parce que ça permet de rémunérer les agriculteurs et puis les négociants derrière qui en font le commerce. Elle s'appelle comment? C'est quoi les variétés qu'on retrouve dans les grandes surfaces ou dans le commerce en général? Dans quelle catégorie? Non, mais dans les plus courants. Oui, mais dans les patates à purée et à frites, dans les patates à vapeur. Justement, qu'on comprenne. En fait, on en voit des rouges, on en voit des grosses jaunes, des plus petites. Grosso modo, il y a 3 catégories. Allez-y. Il y a les patates farineuses, ce qu'on appelle les patates à purée et à frites sont les chairs farineuses, donc qui vont se déliter si on les cuit. Il y a les mixtes, qui sont entre les deux, et puis les patates à chair ferme. Donc dans les 3 catégories, il y a plusieurs variétés qui sont les grosses vendeuses, Victor, on peut dire. Oui, tout à fait. Il y a des variétés qui sont des locomotives. Donc l'Agata, par exemple, pour les polyvalentes, c'est une variété qui est très connue. Pour les frites, vous allez souvent retrouver de la grilla, qui plaît beaucoup. La César, la Colomba aussi, qui sont assez, qu'on retrouve pas mal en ce moment. Ça, c'est des variétés qu'on retrouve effectivement depuis pas longtemps. Oui, c'est ça, les nouvelles. Mais on peut avoir une belle assiette, c'est une bonne assiette, c'est bien, mais quand on a une belle et bonne assiette, c'est mieux. On peut mettre beaucoup de couleurs, avec par exemple la Vitelotte qui est violette, la Roseval qui est rose, etc. Il y a beaucoup de variétés un peu exotiques, enfin exotiques au niveau couleur par rapport au nombre de variétés de pommes de terre. Oui, il y a des jaunes, des rouges. Après, il y a des chairs qui ont des différentes couleurs. Les bleus, effectivement, c'est assez intéressant et en général, ça intrigue le consommateur. Oui. Mais Vincent Ferniaud, j'ai l'impression qu'il y a quand même des modes. Dans les pommes de terre. C'est-à-dire que tout à coup, on a vu effectivement des violettes arriver dans plein de restaurants. Et puis ça a disparu. On sent qu'il y a des effets de mode quand même. La pomme de terre se rit des modes. C'est beau. Non mais très honnêtement, elle traverse les modes, elle traverse les époques, elle subsiste à toutes les modes, à tous les changements. Alors on peut pas empêcher le marketing, on peut pas empêcher que les obtenteurs mettent en avant leurs produits, comme pour les pommes d'ailleurs. Mais au résultat, ces 3 catégories farineuses de l'autre côté, les chairs fermes, et au milieu les mixtes, ça perdure, quel que soit le nom des variétés. D'ailleurs, le nom de variété est de plus en plus remplacé par l'utilisation. On vous plie plus le nom des variétés, les gens les connaissent plus. C'est vrai, c'est pour ça que je posais la question. Qui est au courant. Aujourd'hui, on va dire vous faites plutôt vapeur salade, plutôt mijoté gratin, plutôt frites purée. Voilà, parce que malheureusement, je le déplore. Moi, j'aime bien avoir le nom des variétés parce que c'est aussi le goût, la variété. C'est pas une attitude à tenir. Bien sûr. Merci beaucoup, Victor Ders, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialisé donc dans la production de semences et responsable de production de la SAS Bernard. Vous restez avec nous dans un instant. Une figure de la pomme de terre. J'ai envie de dire. Jean-Paul Dambrine alias Momo. Momo. Qui dans a un instant. Toutes les friteries notamment du Stade Bollaert. Ouh, dis donc. Et pas que. Et pas que. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Chers amis, si vous voulez des patates, nous on en veut aussi. Et c'est le titre du livre de Vincent Ferniaud que vous retrouvez tous les dimanches à 10h. Ferniaud fait le marché. Et là, il a fait un petit marché, puisqu'il s'est dit, tiens, si je faisais combien de recettes dans ce livre ? Il y en a 77. 77 parce qu'il faut bien se limiter. Toutes plus belles les unes que les autres. Mais on aurait pu en faire, on est d'accord. C'est interminable, d'autant que j'ai un sport national qui est d'essayer de remplacer tous les sucres lents, toutes les recettes de pâtes ou toutes les recettes de riz par des pommes de terre. Ah oui. En fait, et voilà. Puis il y a des adaptations, permettez, extraordinaires. On connaît tous le Queen qui veut dire beurre et sucre en breton, je crois. Qui veut dire, gâteau au beurre. Gâteau au beurre. Et là, vous avez le Queen Patates, le gâteau salé de patates. Ça a l'air d'être magnifique, ça. Ah oui, puis c'est léger. C'est ça, il n'y a que de la patate, de la farine de sarrasin, du beurre, quoi. Grosso modo, ça tient au corps. Est-ce que ce sont des recettes de grands chefs ou des recettes de grand-mère ou les deux ? Alors, très honnêtement, c'est un livre qui m'a été pratiquement commandé par ma petite fille de 4 ans, Olivia, qui, quand elle vient à la maison, encore des patates. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle sait dire. Et donc, c'est d'abord un livre de la transmission familiale. Moi, j'avais des arrière-grands-parents qui vendaient des beurres fromage descendus du Jura dans les Halles de Paris. Mon père, journaliste gastronomique et politique, mais gastronomique a pris le dessus à un moment donné, vers la fin de sa vie. Et donc, j'ai cette transmission de recettes de patates. Mon père avait écrit, Jean Ferniaud avait écrit dans les années 90 un livre qui s'appelait Chères pommes de terre, préfacé par Robuchon. Et en fait, ma fille m'a dit, et tu fais quoi, toi ? Eh ben, j'ai dit oui, il faut que j'y aille. Voilà. On va faire des patates. On va faire des patates, on va raconter les patates de la famille. Et quelle est votre recette à vous ? C'est-à-dire que là, vous ouvrez le frigo et vous avez tout pour faire un plat. C'est lequel le vôtre ? C'est dur, je sais que c'est dur. Alors c'est vrai que j'ai une... Non mais plein de gens vous diront, moi c'est la simplicité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les pommes de terre sautées avec un peu d'ail et un peu de persil ou le gratin dauphinois. Alors j'adore le gratin dauphinois. On a une recette de mon père d'ailleurs où on commence par cuire les pommes de terre dans le lait et le beurre avant de mélanger le beurre amidonné avec de la crème. Et ça c'est très bien. Mais j'aime le mélange. En fait, la pomme de terre, c'est un support extraordinaire pour les produits laitiers. Que ce soit le lait, que ce soit le beurre, que ce soit la crème, que ce soit les fromages. Et au fond, chaque recette est un support à y mettre des produits laitiers. J'adore un truc tout simple que je fais souvent. J'appelle ça un peu ma crème dessert ou ma pâte à tartiner. Je fais une sorte de crème de camembert aux échalotes et au calvados. Et en fait, je verse cette crème chaude sur des patates à l'eau, simplement épluchées. C'est merveilleux. Mais j'adore. Alors, il y a un truc qui me rend dingue, parce que personne ne connaît le goût de la bonne pomme dauphine. La pomme dauphine, on est de la génération de ceux qui ont été emmerdés par les grands surgeleurs de pommes de terre. Je pense à une marque pas très bon. C'est pas très non, parce que des pommes dauphines, on les achetait en boîte rouge, surgelées, et ça n'a rien à voir. Quand on fait des pommes dauphines, qui est un mélange de purée de pommes de terre et de pâte à choux, et qu'on les frit soi-même, c'est divin, c'est extraordinaire la pomme dauphine. On a un invité, mais qu'on va accueillir en musique. Vous permettez ? Ah bah oui. Bah oui, ça veut dire. Voilà. Je vois qui ça peut être alors. Bonsoir Jean-Paul Dambril. Les sang et or. Bonsoir Vincent, bonsoir Sud Radio. Bonsoir Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir, mais on est très embêtés parce qu'on aurait voulu avoir l'idée que vous avez eue de faire des baraques à frites. et ça nous embête beaucoup que vous avez eu cette idée juste avant. Alors, les frites, c'est pareil. Il y a les bonnes frites et les mauvaises frites. Voilà. Et je pense que là, on est avec un expert. J'ai envie de vous poser la question pour tous ceux qui nous écoutent. Comment faire de bonnes frites ? Alors déjà, pour faire une bonne frite, il faut une bonne pomme de terre. Oui, ça c'est sûr. T'as déjà d'une. Ça c'est fait. Déjà d'une. Donc la meilleure pomme de terre, c'est la binge. Malheureusement, la binge, on en voit de moins en moins. Bah oui. Alors maintenant, on travaille un peu avec de l'artémis. Artémis, pas mal. T'as essayé la grilla ?
aussi. Ouais, peut-être la grillade est bonne aussi, c'est bon aussi. Ouais. Ah, je t'ai pas dit la grillot, j'ai dit la grillade. Faut parler comme ça, hein. Bien sûr. J'aime les patates. Non, mais je vous écoutais, là, c'est vrai que la pomme de terre, c'est la base. Ah ben. Un bon repas, il faut de la pomme de terre, il faut de la patate. Et donc, est-ce qu'on est sur deux jus différents, deux cuissons différents, enfin deux cuissons, deux bains, pardon. Oui. Voilà, deux bains différents, une cuisson et puis une cuisson. C'est-à-dire que pour vendre des frites, il faut avoir un petit stock de frites d'avance. Oui. Ah ouais. Alors c'est pour ça qu'on fait une pré-cuisson. Oui. Et il y a deux températures différentes. À deux températures différentes pour qu'elle soit bien tendre à l'intérieur. Et après, quand on la cuit, la température est un peu plus haute. On l'adore. Pour la frite, quoi. Mais vous la faites à la graisse de bœuf, c'est ça? Oui, moi je fais à la graisse de bœuf. J'ai toujours fait la graisse de bœuf parce que la graisse de bœuf dégage un parfum à 500 mètres, vous sentez la frite. Oui, c'est ça attire le client. Et pendant 2 semaines. Mais je vous signale, vous souriez, et je Oui. comprends, mais c'est très traditionnel évidemment dans les Hauts-de-France. Avant, ça se faisait même à la graisse de cheval. Oui, tout à fait. Qui est tout à fait. excellente Mais aussi. j'ai même entendu, moi-même j'ai mangé une fois, je crois, des frites au saindoux, il me semble, qui avaient été cuites au saindoux. bien sûr. Alors Bien sûr, c'est un moi peu aussi. lourd à digérer, mais c'est pas mal. Hein. Ah, ça a bon goût, hein. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez d'autres spécialités? Est-ce que vous êtes un jour aventuré? fricadelle. Oui, mais non, mais forcément, non mais autour de la patate, soyons clairs. Est-ce que vous êtes vous êtes allé sur un chemin, vous avez testé des trucs en disant bon c'est pas top. Et ça. Non, j'ai toujours fait que des frites. Servi en barquette ou alors servi en américain, un sandwich, n'importe quoi, saucisse, merguez, avec des frites, la fricadelle bien sûr. Avec des frites. Mais c'est bon. La spécialité de Danny Boone. Ouais. Ça veut dire combien de kilos? Parce que bon. Pour un match footballeur type là. Non mais attendez, j'ai regardé ce chiffre que je répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. 50 kilos par personne et par an. C'est énorme en fait. Oui. La pomme de terre, c'est la base. Voilà, j'adore cette phrase. La pomme de terre, c'est une question. La pomme de terre, Vincent vient de citer plusieurs recettes. C'est toujours à partir de la pomme de terre. Et un soir où Bellart est plein, vous vendez combien de kilos de frites? Je peux vendre jusqu'à 5 tonnes de frites par soirée. 5 tonnes de frites dans la soirée. Oui, mais à la même personne. C'est ça. C'est des grosses manifestations. Vous savez ce que disait Maxime, notre réalisateur dans le casque du Quai du Sud-Ouest? Les frites à la graisse de canard. Très bien. C'est excellent. Oui, c'est excellent. C'est excellent, la graisse de canard. Mais nous, ici, dans le Nord, on n'en trouve pas. Oui. Mais Vincent, dans votre livre, il y a une super recette du Nord, la caudière des pêcheurs de Boulogne. Ah bah oui. Alors ça, c'est magnifique. C'est une soupe. Voilà. Vous voyez la photo, c'est un peu comme une bouillabaisse. C'est une soupe de pichon. Hein? Alors en quoi ça consiste la caudière des pêcheurs de Boulogne? Lens, c'est dans les terres. C'est vraiment la soupe du retour de la pêche avec les invendus souvent, hein, et notamment du maquereau avant que ça devienne. C'est délicieux. C'est soupe de poisson, mais la pomme de terre est importante parce que dans toute cette protéine animale, elle apporte le sucre, ce glucose une fois digéré qui va nous nourrir et nous tenir, les sucres lents, vous savez bien, qui tiennent au corps. Voilà. Alors, il y a une recette peu connue, excusez-moi Cécile. Mon père était originaire de l'Allier, le pâté bourbonnais. Et alors, expliquez-nous le pâté bourbonnais parce que c'est sublime. Que vous disputez d'ailleurs avec les Berrichons, hein, parce que le Sud-Berry touche le Nord Auvergne, hein, il faut bien le savoir. Et donc des deux côtés de la frontière, ça se bat. Alors c'est en fait une tourte, c'est-à-dire une tarte couverte avec de la pâte brisée. Et puis dedans, on va cuire les pommes de terre, évidemment. Mais surtout, ce qui est génial dans la tourte de pommes de terre, c'est qu'on fait une cheminée, hein, toujours pour que la vapeur d'eau puisse se retirer, mais surtout parce que ça permet de verser de la crème après. On verse la crème dans la patate cuite et ça va baigner entièrement la tourte à l'intérieur. Quelle merveille. En recette. Une bonne tartiflette. Oh là, mais vous me dites ça, mais bien entendu, je viens de l'avoir la tartiflette là. Moi je fais une morbiflette, moi. Parce que, comme je suis comtois, je la fais au morbier. La morbiflette, c'est bien aussi. Hein. On peut faire une Saint-Nectariflette aussi, hein, c'est très bien. Mais c'est à l'infini finalement ces recettes.
Oui, c'est à l'infini parce que chaque famille va avoir son petit input, sa façon de faire, son petit tournement. Mais surtout, ce sont des recettes qu'on se transmet. D'ailleurs, c'est aussi l'objet de mon livre. On veut des patates, c'est le cri de la famille. Ouais. Mais parfois, il y a eu des générations perdues. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui avaient des parents qui ne cuisinaient pas. Donc, je me sens le devoir de transmettre à ceux qui ne sont pas mes enfants. Plaisir qui pourraient de la l'être. cuisine. Oui, c'est magnifique. Mais est-ce qu'un spécialiste de frites, quand vous allez dîner chez des gens, on vous fait tout sauf des frites, de peur de... Tu parles. Hein, Jean-Paul? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais rien ne vaut un bon sandwich pâté, une bonne frite avec une bonne bière. Eh ben c'est ça, exactement. C'est un repas complet. Vincent Ferniaud, est-ce que c'est compliqué de vous inviter à dîner à la maison? Pas du tout. Est-ce que ça non, je viens avec mon repas. Ah ouais. J'apporte mes patates. Jean-Paul Dambrine, vous parlez le ch'ti? Alors il y a Glenn, elle a traversé le route, elle s'est craqué l'Emeraude. Ah ça j'adore. Bien sûr. Le plus difficile, juste un petit mot sur les pommes soufflées, c'est hyper dur à faire. Vous avez vu qu'elles sont pas dans le livre tellement? Ouais. Parce que c'est vraiment une recette quasi professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une chips qui va en fait, dont l'eau qui se trouve à l'intérieur va faire gonfler les deux parois. Donc on a un petit ballon, une petite montgolfière. Alors bon, moi je peux pas ne pas parler des pommes soufflées, mais c'est vraiment, je les garde un peu sous le coude. On sent que c'est un exercice à l'examen de passage c'est un parfois. Peu ça, ouais, c'est ça. C'est dans l'école Quand vous avez fait ça, vous pouvez tout faire. Alors je la cite mais c'est une telle précision de chaleur, de graisse de cuisson et choisir la bonne pomme de terre que je conseille à ceux qui se lancent dans la patate de commencer par plus simple. c'est ça. En tout cas, Momo, merci beaucoup, Jean-Paul Dambrine. Merci Sud Radio, merci Vincent. Merci salut Macho. Et au plaisir. On vous embrasse très bien. À bientôt, bien sûr. Et tout de suite, Alex Priam est avec nous. Je pense qu'il est en train de se lécher les babines. Alex. Salut Alex. Ah bah ouais, vous me donnez faim avec toutes ces histoires de patates là. Ah oui, tu parles. Il y en a déjà autour de la table, des patates déjà. Ah bah ça. Il a la frite. Rugby, top 14. Exactement, ce soir Union Bordeaux-Bègles face à Pau pour démarrer cette 10e journée du championnat, mais vous le savez, c'est un week-end de doublons, les fameux doublons. Oui, parce qu'on a du championnat, on a du top 14 tout au long du week-end. Ce soir, je le disais, Union Bordeaux-Bègles Pau à 21h, mais on aura aussi l'équipe de France demain, dernier test match de novembre, ce sera face à l'Australie, et tout cela sera imbriqué autour d'un multiplex qui aura lieu à 16h35 et un grand rendez-vous à 14h30 demain entre Lyon et Clermont. Donc demain, c'est simple, 14h30, 23h30, 9h en direct, sans interruption de rugby sur Sud Radio. Soyons très honnêtes, on adore le rugby, mais franchement les frites sont meilleures dans les stades de football du Nord. Mais j'en suis persuadé. Par contre, les cœurs de canard à Mont-de-Marsan, c'est imbattable. C'est imbattable. Je suis désolé, c'est imbattable. Demain, 21h, France-Australie, François Trio et Daniel Herrero, donc on est ravis de retrouver. Et puis Vincent Ferniaud que vous retrouvez le dimanche à 10h. Ferniaud fait le marché et puis on veut des patates aux éditions Albin Michel. Si vous voulez passer un très joyeux Noël ou l'offrir, c'est le moment de le faire. On vous souhaite en tout cas, merci beaucoup Maxime, merci François-Louis, merci Antoine, merci Zach, merci Justine, merci Philippe David. Merci Cécile. On se retrouve lundi, on vous souhaite un excellent week-end. Attention sur la route, bien entendu. On vous aime et à lundi. 18h, on va manger des patates ce week-end. Oh oui, et c'est un merveilleux cadeau de Noël, ce livre de Vincent Ferniaud. Salut, à lundi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.